pour notre première conversation nationale de la saison. Nous avons fait ces événements pendant quelques années. C'est l'organisation des incendies qui l'organise. Et ce comité vient d'être appelé le comité d'intégration et innovation et est aussi a changé son nom parce que le focus a changé. C'est l'échange de connaissances pour intégrer la science dans les conversations sur les incendies. Et nous avons un groupe des orateurs fantastiques pour nous tous. C'est la suivante génération de chercheurs. Et aujourd'hui, nous allons donner la bienvenue à Jen, Sylvain et Kate qui vont partager les résultats de leurs recherches. Et je veux vraiment dire que nous avons hâte de vous entendre et vous lire dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous allons passer par les 4 présentations. Et j'espère que nous aurons aussi du temps pour des interactions et des questions à la fin. Donc, maintenant, continuons avec notre première oratrice, Jen. Merci à tous et encore bienvenue. Jen, il paraît qu'il y a du bruit de fond. Je sais pas si tu éteins ton micro, est-ce que c'est mieux, Heather? Donc, maintenant, oui, c'est mieux. D'accord. Merci d'être avec moi. Je m'appelle Jen Barron. Je suis un candidat pour un PhD à l'Université de Columbia. Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur un manuscrit que nous avons créé sur le British Columbia. Ça a été accepté avec des petites révisions, donc j'ai essayé de résumer les points principaux, mais je suis prête à discuter d'autres parties de ce travail si ça vous intéresse. Ça a été fait comme collaboration entre ma faculté et le laboratoire Paul Hesburgh et aussi avec le Service forestier du Canada. Donc, comme beaucoup parmi nous savons, la caractérisation des combustibles sont essentielles mais compliquées. Donc, le comprendre, c'est essentiel. Mais faire une cartographie et les mesurer reste urgent à cause de la complexité des combustibles dans le contexte des incendies, ainsi que la diversité la diversité des facteurs. Donc, les systèmes de description de combustible existent pour rendre plus simple ce problème. Nous connaissons le système FBP, mais c'est juste un de beaucoup de systèmes qui existent au niveau national. Et je veux noter que ce système a une méthode d'association. Donc, au lieu de mesurer les composants, ça mesure l'aspect de la composition et le comportement des incendies. Donc, ça catégorise plusieurs combustibles différents associés à la composition des forêts. Une cartographie des combustibles peut être plus compliquée à cause d'une absence de données. Donc, il y a des produits pour cette cartographie à distance qui s'utilisent dans les différentes opérations à de différents niveaux. Donc, la couche principale est créée par le service d'incendie de British Columbia. Et c'est basé sur les données des forêts provinciales. Donc, l'on parle de la composition et la structure un peu moins aussi. Donc, on parle de la densité. À part ça, au niveau national, il y a des produits de cartographie d'incendie. Il y a plusieurs qui sont disponibles. Il y a un de 250 mètres. C'est la décision plus simple d'utiliser ce qui existe au niveau national et centré sur la composition des espèces.
La précision de ces combustibles n'a pas été étudiée au Canada, au British Columbia, surtout parce que la composition n'est pas très bien représentée par le système de la province. Donc nous voulions voir les conditions et les quantifier la comparaison entre les cartes de type de combustible et les analyses sur le terrain. Nous parlions des forêts conifères à une altitude moyenne qui sont très similaires aux forêts de l'intérieur, qui ont fait face à des défis d'incendie et qui ne sont pas très bien représentés dans le système. Je vais parler directement des résultats. Je peux répondre à des questions sur les méthodes après. Pour commencer, par rapport à l'applicabilité, 42% avaient un type de combustible spécifique. Nous avons trouvé que C7, C4 et 01 ont été les plus applicables dans ce système. Cependant, on a trouvé que dans la plupart des terrains, il n'y avait pas un type de combustible spécifique qui était adapté à la composition. 29% des fois, il y avait un manque de coïncidence dans la composition, une non-concordance. Donc, par exemple, la densité pourrait être assignée au C4 par rapport à la structure, mais il y aurait une différence en composition. 2% des fois, il y avait un manque de coïncidence dans la structure, c'est-à-dire que la plupart des gens ont parlé d'un type de combustible basé sur ce qui est plus proche, selon le système FPP. Et 26% des fois, il n'y avait pas une correspondance entre la composition et la structure. Et ces cas sont particulièrement compliqués. Je vais passer maintenant à ces manques de coïncidence. Donc, je vais donner quelques exemples. Nous avons trouvé que seulement 26% des fois, il y avait une concordance entre le type et l'assignement. Et c'est arrivé surtout entre le C7 et 07 et 04 et C7. Au niveau national, il y avait encore moins de concordance, 17%. Et la même chose entre C701, C304. Nous avons aussi réalisé des comparaisons entre les produits intermédiaires pour contrôler l'impact du processus et pour contrôler la source de données qui était utilisée. Donc là, on compare le type de combustible avec les attributs de champ. On a trouvé que même dans ce processus, il y avait une nature subjective et il y avait seulement 25% de concordance entre les processus, avec beaucoup de manque de concordance entre C3, C7 et C4 et C7. Et quand nous avons comparé ça aux données provinciales, utilisant un processus différent, nous avons trouvé aussi peu de concordance. Ça montre que c'est le processus que les zones avec les données d'inventaire créent ce genre de manque de concordance. Donc, par rapport à ces manques de concordance, par rapport aux structures, nous avons identifié 3 situations où il y avait plus de manque de concordance. La première fois, c'est la catégorie des écosystèmes intérieurs secs, influencés par une histoire de problèmes de gestion et perturbations. Ça devrait refléter la gestion des incendies dans ces écosystèmes, mais la plupart dans le sud-est, ces écosystèmes ne représentent pas leurs conditions historiques. Donc, le comportement d'incendie prévu ne concorde pas.
Nous avons aussi trouvé des défis avec des autres types d'écosystèmes, surtout dans l'Ouest. Certaines espèces qui coexistent avec les espèces de conifères. Là, le type de combustible change et nous trouvions qu'ils étaient plus consistants avec un type de combustible C3 ou C7. Finalement, nous avons trouvé que les conditions après la récolte rendent les choses plus compliquées. Les différentes phases de régénération de forêt étaient très compliquées dans ces cas. Puis nous avons regardé quelles étaient les sources de ces manques de concordance. Nous avons regardé l'inventaire de données forestières et sa capacité de représenter. Donc, ces données ont un focus sur certains arbres qui ne tiennent pas en compte le reste de la biomasse, mais ça dépend d'une photo-interprétation manuelle qui est souvent dépassée ou obsolète. Donc, nous avons trouvé des manques de concordance dans 42% des endroits. Et nous avons regardé des données qualitatives et nous avons vu que ça ne prévoit pas bien la couverture de la canopée et la densité. Et nous avons vu que ces systèmes avaient au moins 20 ans. Donc ça veut dire que le système n'a pas été actualisé depuis l'année 2000. Puis nous avons vu les facteurs qui créent ces décalages. Donc les 16 types de combustibles originaux n'étaient jamais censés être compréhensifs ou intégral. Surtout le système FBP est en train d'être utilisé à des échelles qui n'étaient pas censées être et dans des forêts qui n'étaient pas ou dès qu'il n'y avait pas d'échantillon pour le type de combustible original. Donc souvent, ce système est décrit comme un mélange d'une science et un art et nous sommes d'accord parce que c'est en train d'être utilisé hors le contexte pour lequel il a été créé. Donc nous voulons le rapprocher le plus possible de la science. Par rapport aux conséquences de notre travail, ça crée des conséquences pour la suppression des opérations d'incendie. Nous avons vu qu'il y avait peu de confiance dans la capacité de prédire le comportement des incendies avant l'événement. Et ça crée des compliqués pour prendre des décisions. Et ça ne prédit pas bien le comportement des incendies. Puis nous avons vu une grande préoccupation dans la gestion des combustibles. Ce genre de carte se crée pour prendre des décisions par rapport aux incendies. Et si les cartes du terrain ne représentent pas la variété des combustibles, c'est très difficile de bien établir où se trouve le risque. Pour finir, de la part d'une perspective de recherche, souvent il faut une approche adéquate, flexible sur la base de l'information disponible, mais ça c'est très compliqué des autres perspectives parce que nous n'avons pas l'opportunité d'observer le terrain avant de décider quel serait le type de combustible. Donc pour la création des modèles, ça peut avoir des conséquences, des grandes conséquences qui affectent la résilience aux incendies. Donc, par rapport à nos recommandations pour le futur et améliorer la caractérisation des combustibles, il faut un inventaire actualisé des forêts qui représente les composants des combustibles. Et même si on sait qu'elles peuvent être améliorées, il faut aussi des données d'inventaire pour les caractéristiques de ces éléments.
mais nous pensons que la caractérisation des combustibles sont limitées par le système FPP et nous recommandons une transition vers une classification de combustibles pour séparer les types des combustibles. Et finalement, je finis en disant que le concept de la relation entre les combustibles et le comportement d'incendie ne peut pas être compris sans les données pour les systèmes que nous voulons représenter. Donc ça veut dire qu'il faut des données actuelles et dans des régions qui nous intéressent pour pouvoir faire des prédictions, surtout tenant en compte le changement climatique et les conditions changeantes. D'accord? Merci, c'est tout. D'accord, merci beaucoup, Jen. Ça a été fantastique. Je sais que c'est un peu vite, mais maintenant nous allons passer à Tristan. Voilà, Tristan, tu y es. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour à tous, je m'appelle Tristan Sketting. Je suis étudiante de master dans l'université de Lethbridge sous la supervision de Laura Chasmer. Je veux parler un peu sur la recherche. Je analyse la longévité des traitements de forêt dans un parc national. Nous savons tous que la réduction de combustible est la seule chose que nous pouvons faire avant un incendie pour mitiguer l'incidence et pour que ça soit plus sûr pour ceux qui luttent contre l'incendie. Il faut reconnaître que ces incendies ont augmenté à cause de la suppression, la réduction du combustible est quelque chose qui crée plus et plus d'intérêt dans le pays entier. Chez Jasper, ils ont réduit dans des combustibles autour de la région depuis il y a 20 ans et ça a augmenté dans les dernières 5 années puisqu'il y a eu beaucoup d'infestations des pins depuis 2011 et en 2018 il y a eu un grand problème et là on ne voit plus d'infestation mais nous avons un héritage mais des pins morts et ça avec d'autres recherches qui apparaissent en même temps qui montrent des données sur 5 incendies dans les différentes parties de ce parc et l'homogénéisation des combustibles à cause de la suppression des incendies augmente le risque. Donc nous parlons là de l'infrastructure du parc, les bâtiments et tout ça a mené à des grands efforts pour la réduction de combustible, surtout dans la ville. Mais la régénération des combustibles et son impact est moins connu que les impacts de la gestion de combustible et comment ça affecte le comportement des incendies. Donc mes objectifs sont de voir comment la variation des charges de combustible depuis le traitement de réduction de combustible. Voir s'il y a un moment depuis la gestion où il faut faire de la maintenance ou de l'entretien. Donc ce que j'étudie sont ce que vous voyez sur l'image. Regardez plutôt le cadre bleu qui montre ce qui s'est passé en 2021 et 2022, 2 étés. Nous avons utilisé un système d'études d'incendie et nous avons étudié le mix d'espèces et une séquence de temps pas loin de la ville de Jasper. Les sites ont été traités en 2003. L'intermédiaire a été 2009 et le
les plus récents ont été collectés en 2020. Ils ont été traités en 2022 et les données ont été collectées plus tard ce même été. Comme vous pouvez espérer, les endroits traités cette année sont très différents que des endroits traités il y a 20 ans. Et donc, on essaye d'analyser comment cette accumulation de combustible et la connexion entre la Terre et la canopée peuvent impacter le comportement des incendies. Pour le faire, j'utilisais le cadre d'analyse de ces espèces. C'est un cadre très intéressant parce que ça permet des entrées beaucoup plus faciles que les autres outils, comme le contenu de l'humidité, un modèle avec des nouvelles données avec une actualisation en 2019 et ces entrées de combustible dynamique, la consommation de combustible sur la surface, qui ont comme conséquence la régénération des jeunes arbres et comment ça peut influencer le potentiel de feu de cime. Nous regardons ici qu'il y a moins d'arbustes dans le premier, mais il y a plus de semis dans les endroits où il y a 13 ans de traitement et 19 ans de traitement. Dans les endroits plus récemment traités, il y a la même quantité de semis qui montrent des concordances. Mais dans la canopée, c'est là que nous voyons des grandes différences. La densité globale a une réduction de 72% et la densité des jeunes arbres ont été en moyenne 90%. Les moins représentés, c'est la densité de la canopée. Comme vous voyez, les endroits récemment traités ont très peu de canopées comparé à ceux qui n'ont pas été traités. Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons beaucoup de rétention dans cette catégorie de 13 ans. Mais là, il y a une grande présence Donc, pour étudier quels étaient les composants j'ai fait une analyse avec un test de similarité et vous voyez les petits diamants verts dans les sites non gérés. Il y a une différence claire entre les différents endroits, entre les 0 années et les 19 années, mais surtout grâce aux jeunes arbres. Par rapport aux métriques, j'ai créé 3 scénarios de vent pour la catégorie de temps entre 1996 et 2022. Et comme vous voyez, quand il y a peu de vent, il y a une expansion assez basse comparée au vert, mais à mesure que le vent augmente, vous voyez que la propagation est assez similaire en comparaison avec les sites non gérés. Cependant, là où il y a des endroits traités récemment et ils retiennent la mitigation dans tous les processus. Mais ceux qui n'ont pas été une gestion ont eu des incendies passifs la plupart des temps.
Cependant, ceux qui ont eu 0 année de traitement et ceux de 19 ans ont eu peu ou pas d'incendie prédit. Je sais que j'ai des sites de mesures limitées et peut-être que je n'arrive pas à capturer la situation générale, mais ma collègue, quand j'ai récolté ces données, nous avons fait des scans de laser et nous avons trouvé des conditions similaires pour toute la couverture du parc. Et mon collègue, du coup, a créé un réseau, un algorithme de réseau avec des données TLS pour l'utiliser pour que les métriques de canopée viennent de notre radar. Je peux utiliser plus de sites pour augmenter mon analyse et voir vraiment ce qui se passe à un niveau général. Ça peut extraire l'altitude, la canopée, l'expansion et la biomasse. Donc c'est un processus, il reste beaucoup à faire, mais le modèle de paramétrie conifère montre que le combustible sont déterminants pour les incendies et comme vous voyez, la gestion n'a pas été linéaire et ça a des grandes conséquences pour les incendies. Cependant, la densité de la canopée, si c'était moins de 0,1 par kilogramme par mètre cubique, il y avait beaucoup moins d'initiation des incendies et c'est possible que ce soit ça qui arrive avec ces sites avec 13 ans de traitement et parce qu'ils avaient plus de densité. Donc je vais aussi faire une analyse de sensitivité, peut-être sans ces grands arbres, pour voir comment ça affecte la rapidité de expansion. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire un mail. D'accord. Merci beaucoup, Tristan. C'est génial de voir comment des nouveaux scientifiques apparaissent. Maintenant, je passe la parole à Kate. Kate, est-ce que tu veux y aller? Et d'accord. D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Génial, merci beaucoup. Je m'appelle Kate Kitchens. Je suis candidate pour le PhD à British Columbia. Je travaille avec Laurie Daniels et Lankar pour étudier les épidémies de scolytes après les incendies. Donc, quand je dis aux gens que j'étudie cela, ce qu'ils pensent, c'est que les gens pensent que ce que j'étudie, c'est des épidémies d'insectes après des incendies. Et si cette augmentation de mortalité dans une région pourrait augmenter la probabilité des incendies à travers la charge de combustible. Mais en fait, c'est une interaction très commune dans l'Amérique du Nord. Donc, cette épidémie n'affecte pas toujours les incendies. Ce que moi j'étudie, c'est plutôt le contraire. Et je pense que c'est très important d'étudier ça, comment les incendies peuvent aider aux épidémies des scolytes. Nous pensons à ça et disons que les incendies tuent les arbres, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup des arbres qui restent vivants. Mais c'est ces arbres-là qui n'ont pas autant de défense, qui sont
vulnérables à certains insectes. Donc, Alan et moi aimons appeler ça une invasion de nourriture au lieu de combustible. Donc, quand nous pensons à la gestion de ces forêts, il y a une assumption classique qui dit que les incendies mènent toujours à des épidémies. Quand tu parles avec les géreurs, les analyses, mais en fait, quand tu arrives sur le terrain, l'on voit que cela n'est pas toujours le cas. Les dynamiques d'épidémie sont des épidémies sont très complexes et ces épidémies n'arrivent pas toujours. Donc, et nous ne savons pas vraiment pourquoi. Donc, ce que j'aime dire, c'est qu'après les incendies, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des insectes, mais des niveaux d'épidémie ne sont pas garantis. Donc, une grande partie de mon étude essaye de comprendre pourquoi les épidémies arrivent après certains incendies, mais pas après d'autres. Donc, pour le faire, j'étudie un scolyton spécifique est, qui est celui qui tue le plus de sapins de Douglas. Et ça apparaît par exemple, vous voyez dans cette photo, vous voyez l'évidence dans l'écorce. Vous voyez les schémas dans l'écorce et les galeries qui passent d'une partie à l'autre, le long. Et les épidémies de cet insecte dépendent du matériel vulnérable. Donc, c'est pour ça que les épidémies après les incendies arrivent si souvent. Surtout pour ce genre d'arbre en spécifique. Traditionnellement, on dirait que c'est des insectes secondaires puisqu'ils ont besoin d'un défi pour augmenter les populations. Et d'un point de vue de gestion, ça nous intéresse parce que ça peut créer une mortalité d'entre 50 à 100% après un incendie. Et nous, là, ça fait longtemps que nous le savons. Mais comprendre ce qui crée ces relations est quelque chose qui est intéressant. Donc, pour le comprendre, le long des dernières années, nous avons recherché 3 incendies dans la partie sud-centrale de British Columbia en 2017, qui ont eu lieu en 2017. J'ai pu travailler dans 2 des plus grands incendies dans cette saison, presque 1 million d'hectares qui ont brûlé le long de quelques mois, dans des grands incendies dans l'histoire récente. Et nous avons observé beaucoup d'arbres et sans rentrer en trop de détails, nous nous sommes dit, étudions toutes les caractéristiques et mesurons ce qui est intéressant pour ces insectes. Et la quantité de hôtes, combien d'arbres de ce type, quel âge ils avaient, etc. Et puis nous avons aussi réalisé d'enquêtes sur la population des insectes et nous avons pris des photos. Donc nous avons pris l'écorce des arbres et nous avons compté les trous d'entrée des femelles et ceux de sortie. Nous avons pu savoir si ces écorces étaient si c'était un bon foyer pour ces populations. Donc au début, en 2019, j'ai pensé que la plupart des échantillons seraient comme ça, complètement occupés par cet insecte seulement. Mais ce que nous avons trouvé en vrai, c'est que la plupart des fois, l'échantillon était comme l'image à droite. Et il paraît qu'il y avait des endroits critiques. Dans les parties rouges, il y avait des évidences d'autres insectes qui finissaient leur développement dans l'écorce et qui coûtaient beaucoup de dommages aux arbres qui avaient survécu aux incendies. Actuellement, les études disent que ces insectes n'existent pas dans les arbres en même temps, mais mon recherche sur le temps disait qu'ils existaient. Donc, nous avons créé des hypothèses et que c'était que ces insectes y étaient des fois et n'y étaient pas d'autres fois à cause de la compétition, la concurrence de la part d'autres espèces. Si vous n'avez jamais vu ces insectes avant, et c'est dans cette photo-là, ça fait la taille d'un grain de riz. Et voilà à droite l'autre insecte adulte. Donc vous voyez que ces insectes sont différents
par rapport à la taille et l'effet sur les arbres. Les deux peuvent tuer des arbres, mais quand nous parlons de la concurrence et la dynamique de population, nous voyons qu'il n'y a pas un équilibre. Nous avons pensé à beaucoup de théories et hypothèses, je vais juste parler d'une, et nous nous sommes dit, tenant en compte toute l'analyse sur l'écorce et ces insectes, nous savons que les scolites apparaissent sur ces arbres qui survivants. Mais nous savons qu'ils sont aptes pour le développement de l'insecte. Il faudra probablement des arbres qui sont un peu moins blessés. Et à travers cette hypothèse, nous avons prédit la reproduction de ce scolite et que ça serait mieux dans des arbres en bonne qualité et avec peu de compétition d'autres espèces, comme les insectes de la photo antérieure. Et pour le faire, nous avons fait des modèles. Je ne vais pas expliquer comment nous les avons créés, mais nous avons créé des modèles à travers une régression et ça pouvait être flexible et ça c'était important parce que l'hypothèse était basée sur un seuil. Nous pensons qu'il y a des seuils et des caractéristiques spécifiques qui étaient positives pour cette épidémie. Nous nous sommes dit que l'épidémie sont influencées par la blessure aux arbres qui dépendait de la taille des arbres, la proportion de ces arbres en particulier. Et ce modèle a une efficacité de 75%. Donc nous pouvons dire que nous pouvons expliquer 75% de ce qui se passe avec une marge d'erreur de 25% ou des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Juste avec ces 4 variables qui sont très faciles à mesurer. Donc nous sommes contents de nos résultats. Je vais vous montrer ces résultats. La variable la plus importante était la blessure des arbres dépendant de la taille des arbres. Donc nous voyons cela dans le graphique, le pourcentage de la blessure des arbres. Et nous voyons que c'était divisé en 3 catégories de taille. Donc là, nous avons la moyenne de taille d'arbre. Et nous voyons que les endroits de 36 cm ou plus étaient ceux qui étaient plus probables d'avoir une épidémie une année après l'incendie, mais seulement dans ceux qui avaient une blessure petite. Mais il y avait d'autres arbres qui étaient probables d'avoir beaucoup d'insectes, mais qui étaient plus modérés, où les conditions étaient parfaites pour une pandémie. Donc, si vous êtes en train de gérer après un incendie, c'est ces arbres-là qu'il faut gérer le plus. La deuxième variable, qui était un prédicteur, est celui que vous voyez dans le graphique. Et ça a du sens si nous pensons à la migration. S'il y a des grandes populations dans une zone de 5 à 10 km, l'immigration est plus facile et c'est plus probable qu'il y ait des épidémies s'il y a d'autres épidémies pas loin. Je pense que ça, c'est assez simple. Et finalement, la variable la plus intéressante était la proportion de xylophage dans la région. Et pour expliquer ce résultat, je dirais juste que nous avons fait un modèle de préférence où nous avons dit quels arbres et régions étaient infestés par ces insectes. Et les résultats étaient que les grands arbres avec des blessures modérées et c'est eux les plus probables de subir une infestation. Et qu'est-ce que ça affecte? Comment ça affecte la région? Ce que ça nous dit, c'est que si il y a moins de 40% d'occupation, l'arbre peut coexister ensemble avec l'insecte. Mais quand il y a plus de 40% d'une région,
ils deviennent négatifs c'est-à-dire que un insecte secondaire régule la capacité de l'épidémie du scolite. Donc c'était une grande surprise et nous étions très contents avec ce résultat. Et ça mène à beaucoup d'autres questions qui devraient être étudiées. Pour finir, il y a des conséquences pour la recherche. Dans le cas d'une espèce comme le scolite dont je parle, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de concurrence de la part d'autres insectes. C'est probable que ces insectes apparaissent avec un grand diamètre et volume et avec une blessure modérée et, et pas ou dans les arbres de grande taille et que leur performance à la concurrence d'un autre insecte. Donc, il faut plus étudier d'autres populations pour prédire les épidémies. Donc, pour revenir à ma première diapositive, nous voyons que les incendies créent le combustible et ça crée les épidémies des insectes, mais que ça reste sur d'autres variables. Ça amène à d'autres questions que j'étudie et par rapport aux régions chroniques. S'il y a une perturbation chronique dans les régions, il pourrait y avoir ces deuxième insectes qui pourraient mitiguer la présence de l'épidémie de scolite. Mais s'il y a de la perturbation isolée, ça pourrait être plus probable qu'il y ait des épidémies de scolite. Voilà. Maintenant, j'arrête de partager mon écran et nous passons au suivant orateur. D'accord. Donc, bonjour à tous. Je travaille dans Ressources naturelles Canada et mon sujet, c'est l'outil de restauration pour le pain blanc et rouge dans l'Est. Comme vous savez probablement, les deux espèces sont des conifères du nord-est américain. Ils vivent dans des terres sableuses et infertiles. Ils arrivent à avoir à grandir très haut. Ils vivent beaucoup d'années. Ils ont tous les stages de succession, même si le pain rouge est connu comme une espèce pionnière, pendant que l'autre est considéré mi-tolérant. Tous les deux sont des sources importantes historiquement pour l'écologie et culturellement. Si vous pensez aux peuples autochtones, la ville de Montréal, là, sur le drapeau depuis 2017. La première observation, c'est que les deux espèces ont une réduction d'abondance dans toute la zone où ils existent parce qu'ils ont du mal à germiner sous la couverture de la canopée. J'essaie de comprendre quel est le phénomène qui participe dans cela et comment nous pouvons les mitiguer pour qu'ils soient des géreurs des incendies. Comme vous savez, les pins rouges et blancs ont besoin de feu de surface pour germiner. Ça fait partie de leur cercle écologique. Entre-temps, pendant que le pain rouge dépend des feux, le pain blanc l'est aussi. Le premier type de forêt sont plus rares depuis le début de l'époque industrielle.
surtout dans le nord-est, puisqu'il y a des matériaux plus inflammables, des conditions plus inflammables, qui rendent des incendies plus sévères et qui n'a rien à voir avec leur cycle écologique. Mais il faut savoir que les incendies ne sont pas toujours mauvais, des fois ils sont même nécessaires. Mon objectif était de identifier le facteur de succès du brûlage dirigé qui mène à la relation entre... Donc pour commencer, je voulais connaître la relation entre la densité et la sévérité de la régénération et d'autre part les recommandations pour la sylviculture. La première hypothèse que j'ai faite, c'est qu'il y avait un effet quadratique entre la sévérité du brûlage et l'établissement des semis de pins, c'est-à-dire des brûlages bas ou extrêmes ne sont pas bons, pendant que les conditions idéales seraient un brûlage moyen. La deuxième hypothèse était sur les propriétés chimiques des terres et la troisième était sur les caractéristiques physiques de la terre. Donc j'ai réalisé mon étude en deux provinces, en Québec et Ontario. J'ai eu 23 sites brûlés et 7 qui n'ont pas été brûlés. J'ai réalisé ma recherche en 2021, l'été 2021, ce qui m'a donné m'a fait voir les effets d'entre 3 et 5 ans de post-brûlage. Donc j'ai réalisé des enquêtes sur la composition des arbres, des jeunes arbres, la régénération naturelle et le lit de semences, aussi l'évaluation de la sévérité. Comme vous savez probablement, cette étude a utilisé l'évaluation de sévérité, mais moi j'ai décidé d'utiliser l'index CBI pour avoir un index plus continu, constant, qui me donne non seulement 3 catégories qui soient la sévérité basse, moyenne et haute, sinon plus d'informations avec un index numérique. Mes résultats sont que il y a une haute densité de semis de pins, combiner les rouges et les blancs, avec un brûlage de sévérité moyenne. Et j'ai obtenu d'autres données qui m'ont donné plus d'informations sur pourquoi c'est le cas et je vais explorer un peu cela. Mais là, on parle de... Comme je l'ai dit avant, la sévérité moyenne du brûlage veut dire qu'il y a plus de lumière disponible et une mortalité moyenne, mais le brûlage n'a été assez haut pour causer une mortalité aux semis des pins. En plus, il y avait une petite concurrence, mais c'était pas trop. Je pense aux d'autres types de feuillage, comme les fougères. Puis il y avait des terres avec plein de minéraux, suffisamment de minéraux disponibles. Et une couche organique plus petite. Il y avait plus de nitrogène disponible, un pH plus haut.
La sélection m'a aidé à isoler d'autres variables qui étaient importantes pour la régénération, sauf avec la combinaison de la sévérité du brûlage. Donc j'ai isolé la variable des textures qui était vraiment important, puisque ça m'a montré, si vous regardez à gauche, vous verrez que il y avait une régénération plus dense, 40 000 semis par hectare, avec une combinaison de plus de 60%. Et pourquoi c'est le cas? Parce qu'en fait, il y avait moins d'eau disponible, mais aussi moins de nitrogène. Ça crée des conditions qui voulaient dire que le pain blanc et ses semis avaient plus de compétition en comparaison avec d'autres espèces. Je veux fermer en disant que les feux de surface sont importants pour le cycle naturel de ces espèces, mais que peut-être la gestion d'incendie pourrait considérer des feux plus intenses des fois pour avoir un équilibre par rapport à la haute mortalité des semis de ces espèces. Il faut aussi savoir que c'est important de planifier les incendies pour comprendre quels sont les effets positifs de ces traitements, pour s'assurer que le drainage de la terre soit assez bon. Puis il y a d'autres choses que je n'ai pas considérées, et c'est que c'est très important de surveiller le long de beaucoup d'années, parce que moi j'ai fait cette observation seulement entre 3 et 5 ans après le brûlage. Donc une action future pourrait être des traitements chimiques. Voilà, ça peut être nécessaire dans le futur. Voilà, c'est tout de ma part. Très bien, merci beaucoup. Je veux remercier à tous les orateurs. Je vais juste voilà, remettre mon écran là. Vous avez été fantastique, fait un travail merveilleux. Je vous ai demandé de prendre la recherche et créer une présentation très courte. Donc, ce que je dirais à tous les présentateurs, c'est que les mails, les adresses mail de ces gens sont là. Nous avons quelques questions, mais nous n'avons pas du temps. Donc, pour les orateurs, si vous pouvez écrire vos mails dans le chat, ça serait génial. Voilà, si vous pouvez mettre vos emails dans le chat, ça serait très bien. Dans le passé, ce que nous avons fait, c'est que les gens ont contacté les étudiants après, ils ont eu des conversations avec eux par mail, etc. Donc, je vous encourage de le faire, vraiment. Et j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires pour Tristan, pour Jen, un peu plus haut. Et je pense qu'une partie de ça a été répondue. Et je veux remercier à tous de votre présence. Merci de soutenir notre nouvelle plateforme, et surtout merci aux orateurs qui ont été